Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Grand Entretien, une émission proposée par Oulala, le média de l'Europe excentrée. Pour cette nouvelle émission enregistrée à Budapest le 17 octobre, nous recevons Simon Rico, co-rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Simon Rico, bonjour. Bonjour. Donc Simon, peux-tu te présenter à nos auditeurs et nous présenter également le Courrier des Balkans? Oui, alors moi je suis donc journaliste au Courrier des Balkans, l'un des rédacteurs en chef de ce journal en ligne qui a beaucoup de points de ressemblance avec Oulala, hormis la zone traitée, puisque nous on s'occupe des différents pays des Balkans, de la Slovénie à la Turquie jusqu'à la Moldavie, en passant par le Monténégro, la Serbie, la Croatie, la Macédoine, La ou Grèce encore aussi, la hein. Grèce, enfin voilà, toute une Bulgarie, Roumanie évidemment, bien sûr. Et voilà, donc moi je suis journaliste au Courrier des Balkans, mais aussi correspondant pour divers médias francophones, Mediapart, RFI, la RTBF en Belgique, etc. Et le Courrier des Balkans, c'est donc un journal qui s'appuie sur un réseau d'une trentaine de journalistes, correspondants, traducteurs établis dans tous les pays de la région et qui propose chaque jour l'essentiel de l'actualité sur les Balkans en essayant de donner à comprendre à un lectorat francophone ce qu'il se passe dans ces différents pays. Et alors, peux-tu nous rappeler quand a été créé justement le journal? Alors le Courrier des Balkans, c'est un peu un dinosaure de la presse internet. Ça a été, Pionnier des sites d'information en ligne, en fait. paraît-il, c'est en tout cas un des arguments mis en avant par le journal. Non, plus sérieusement, le Courrier des Balkans, c'est un projet qui est né un peu par hasard en 1998, au printemps 1998, sur une fameuse route monténégrine au-dessus des Bouches-de-Kotor. Et l'idée, c'était donc de faire un média qui soit antinationaliste, pro-démocratique, à une époque où la presse des Balkans était encore victime de nombreuses pressions. En 98, on a toujours Franjo Tudjman qui est le président de la Croatie, et en Serbie, un homme encore plus célèbre, Slobodan Milošević, qui a fait beaucoup de mal à la presse et aux médias de Serbie. Et donc l'idée de ce Courrier des Balkans, quand il naît, c'est d'être un outil de solidarité pour promouvoir cette presse antinationaliste qui se bat contre cette vision autoritaire et très nationaliste, tout simplement, des Balkans. Alors, au-delà de l'aspect purement journalistique du Courrier des Balkans, vous organisez et vous participez à des événements tout au long de l'année, comme ce séminaire-conférence que vous organisez vous-même début novembre à Pristina au Kosovo. On va pas faire semblant, on se connaît bien entre Oulala et le Courrier des Balkans, et vous nous avez même fait l'honneur de nous y inviter, ce dont on vous remercie. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs ce qui va en être de ce séminaire, de cette conférence, qui va tourner autour du thème du journalisme d'investigation dans les Balkans? Voilà, alors l'idée, effectivement, il y a des relations évidentes entre Oulala et le Courrier des Balkans depuis déjà plusieurs années. Et l'idée de cette conférence, j'ai parlé de la solidarité du Courrier des Balkans avec les journaux antinationalistes dans les années 90. Malheureusement, aujourd'hui, 20 ans après, on se retrouve avec une situation assez similaire, avec de plus en plus d'attaques de la part des nouveaux pouvoirs dans les Balkans contre les médias indépendants. La situation est, je crois, relativement comparable en Hongrie. Donc l'idée, c'était aussi d'élargir non seulement cette conférence aux Balkans, mais aussi de parler de la situation dans les pays voisins. Et comme Oulala couvre désormais non seulement la Hongrie, mais aussi la Pologne et d'autres pays où les attaques contre la presse sont nombreuses, l'idée c'était aussi d'avoir un retour d'expérience au-delà des Balkans. Cette conférence, c'est le journalisme d'investigation, mais c'est aussi, je dirais avant tout, la liberté des médias et l'idée de défendre un vrai journalisme qui soit indépendant et sûrement pas à la botte des différents pouvoirs, contrairement à ce que voudrait mettre en place la majorité des régimes aujourd'hui en place dans les Balkans, que ce soit en Serbie avec Aleksandar Vučić qui multiplie les attaques contre le journalisme indépendant en coupant notamment les sources de financement qui sont bien évidemment encore la publicité dans la plupart de ces médias, mais aussi en promouvant toute une série de tabloïds qui l'alimentent grâce aux services secrets de rumeurs plus ou moins fondées sur la probité de ces journalistes en les accusant de tous les maux avec des attaques absolument innommables. Et cet Aleksandar Vučić s'inspire d'un modèle
qui a déjà été expérimenté au Monténégro, où il y a eu des attaques absolument odieuses, notamment des accusations de zoophilie contre l'une des opposantes les plus célèbres au Monténégro. Idem en Macédoine, où la presse est aussi dans un état assez lamentable. Bref, l'idée de cette conférence, c'est donc de redonner la voix au vrai journalisme d'investigation, mais je dirais surtout au journalisme indépendant dans les Balkans. Donc là, pendant que tu parlais de tabloïds promus par le gouvernement, je te sors l'un d'eux en Hongrie. C'est local, c'est un gratuit. En deuxième page, on a, comme tu le vois, une photo pleine page de Georges Soros. Et tout à la fin du canard, on a une publicité pleine page encore pour la consultation nationale qui a démarré aujourd'hui contre le, entre guillemets, plan Soros. Alors je dirais que cette question de Soros, c'est parti de Hongrie, mais ça a aussi agité, et ça agite toujours les Balkans, puisqu'il y a un nouvel axe qui semble se créer entre la Hongrie, la Macédoine et la Slovénie, avec deux anciens leaders politiques, deux anciens premiers ministres, le Slovène Janez Janša et le Macédonien Nikola Gruevski. Et il semblerait que Viktor Orban ait l'idée de créer une sorte de triumvirat magyaro-macédo-slovène. Mais malheureusement, ces campagnes anti-Soros ne se limitent pas à la Macédoine et à la Slovénie. On assiste au même phénomène également en Serbie ou au Monténégro. Et en Roumanie aussi. Et en Roumanie, bien évidemment. Le gouvernement hongrois prenait l'exemple de la Macédoine et des manifestations qui ont abouti à la chute de Gruevski il y a quelques mois pour dire attention, ce que Soros a réussi à faire en Macédoine, il va tenter de le faire pour les prochaines élections législatives ici en Hongrie. Ah oui, mais est-ce que ce serait un mal? C'est la question qu'on peut se poser. Mais oui, bien sûr, ces grandes manifestations qu'il y a eu en Macédoine ont fini par aboutir au départ du VMRO de Pomenoek, donc qui est un parti nationaliste conservateur qui était clairement engagé depuis 7 bonnes années dans une dérive autoritaire évidente. L'Union européenne a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. L'Union européenne a très longtemps soutenu Nikola Gruevski pour une raison assez simple, c'est que Gruevski était considéré comme le meilleur rempart à la crise migratoire. C'est-à-dire qu'on se disait, bon, au moins Gruevski, on est sûr qu'on peut compter sur lui pour limiter le flux migratoire en Macédoine. Donc on a longtemps soutenu à tort, à mon sens, ce dirigeant en se moquant de toutes les atteintes à la démocratie qu'il se permettait depuis plusieurs années. Et donc, ce n'est pas malheureusement seulement les manifestations populaires dans les rues de Skopje et de toute la Macédoine qui ont abouti au départ de Nikola Gruevski, c'est aussi le fait que on a plus ou moins forcé la main aux partis des minorités macédonienne, donc principalement albanaise, pour qu'ils forment une vaste coalition avec les sociodémocrates. Et c'est uniquement en réussissant à obtenir cette vaste coalition entre sociodémocrates et partis de la minorité albanaise qu'on a réussi à mettre en minorité le VMRO de Pomenoe, qui a longtemps, milité contre cette alliance contre nature à ses yeux, dénonçant notamment le fait que cette alliance entre les partis de la minorité albanaise s'est décidée à Tirana sous la houlette du Premier ministre albanais Edi Rama, et donc il y avait l'idée que cette plateforme était anticonstitutionnelle parce que formée à l'extérieur du territoire macédonien. Donc ça, c'est la situation pour la Macédoine. Pour en revenir à la Serbie, c'était l'introduction de l'émission. Donc ce mouvement de contestation à Vučić, le Premier ministre serbe, qui s'est déroulé au printemps, où en est-il? Est-ce qu'on parle d'un mouvement qui pourrait se renaître, se reformer? Et pourrais-tu nous dire aussi qui est cet Aleksandar Vučić? Alors je dirais que peut-être oui, il faut peut-être commencer par présenter ce personnage central de la scène politique serbe, je dirais même personnage unique quasiment. Aleksandar Vučić, c'est quelqu'un qui vient des rangs de l'extrême droite serbe, qui a commencé sa carrière politique très jeune, au début des années 90, en rejoignant les rangs du Parti radical de Serbie, qui était
à l'époque menée par Vojislav Šešelj, militant ultranationaliste bien connu en Serbie, mais au-delà même dans toute la Yougoslavie, et qui avait aussi un groupe de miliciens qui a participé aux guerres dans l'ancienne Yougoslavie, ce qui lui a valu d'être incarcéré à La Haye en vue de son procès devant le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. Dans les années 90, Aleksandar Vučić sera aussi le ministre zélé de l'information sous Slobodan Milošević et mènera une chasse aux journalistes indépendants. C'est important parce que ce passage au ministère de l'Information lui a donné les clés pour contrôler les médias, stratégie qu'il applique aujourd'hui en tant que président, chef de l'État de la Serbie, mais je dirais avant tout en tant qu'homme fort de la Serbie. Avant d'être élu à la présidence, il a longtemps été Premier ministre. En Serbie, c'est le Premier ministre qui a le rôle le plus important dans la politique nationale. Et aujourd'hui, Vučić, il réfléchit à un changement de statut du président, un peu comme ce qui s'est passé en Turquie. D'ailleurs, le modèle de Vučić, c'est Recep Tayyip Erdogan et aussi Vladimir Poutine. Dans une certaine mesure, on présente aussi Orban comme étant un de ses modèles. Mais il le revendique officiellement ou c'est les commentateurs qui... Non, évidemment, ce serait trop complexe pour lui de le revendiquer officiellement, d'autant que il milite pour l'intégration européenne de la Serbie, ce qui donc serait problématique s'il revendiquait officiellement ce modèle. Bref, Vučić, c'est un personnage qui sait retourner sa veste toujours au bon moment et qui, fin 2008, a quitté les rangs de ce parti radical de Serbie pour former le parti progressiste de Serbie, qui n'a en réalité rien de progressiste, à part le fait qu'avant il était anti-européen quand il était au parti radical, et qu'aujourd'hui, comprenant qu'il y avait un plafond de verre si il ne promouvait pas l'intégration européenne, il a opportunément décidé de se rallier à l'idée d'une intégration européenne de la Serbie. Donc Simon, tu parles de plafond de verre électoral. Comment se positionnent justement les Serbes vis-à-vis de l'Union européenne? Est-ce qu'il y a une majorité de Serbes qui est pour l'intégration? C'est compliqué. Aujourd'hui, les Serbes font face à une certaine lassitude par rapport au processus d'intégration qui s'éternise. Et je dirais que l'opinion publique se retourne petit à petit. Mais dans l'imaginaire collectif, l'intégration européenne, c'est la panacée pour redresser la barre économique d'un pays ravagé par un quart de siècle de transition, donc avec un chômage massif. Et le seul rempart à ce chômage massif aujourd'hui, c'est un exode tout aussi massif de ses forces vives, notamment des jeunes diplômés. Et donc l'intégration européenne, c'est vraiment quelque chose qui est encore à l'ordre du jour? Et où en est le rapprochement entre la Serbie et l'Union? Oui, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Officiellement, en tout cas, les négociations sont toujours en cours entre la Serbie et l'Union européenne, avec un obstacle majeur qui est le Kosovo, évidemment. La Serbie considère toujours le Kosovo comme partie intégrante de son territoire. De ce fait, le Kosovo ayant déclaré unilatéralement son indépendance et ayant lui aussi commencé ses négociations avec l'Union européenne, même si c'est toujours un pays placé sous tutelle internationale, il y a un dialogue qui est en cours depuis 2011 entre Belgrade et Pristina sous l'égide de l'Union européenne. En réalité, ce dialogue est au point mort depuis de très longs mois, notamment parce que Pristina comme Belgrade multiplient les provocations. Il faut se souvenir que Belgrade a envoyé un train aux couleurs du Kosovo et la Serbie cet hiver jusqu'à Mitrovica, la ville du nord à majorité serbe. Et à l'inverse, le président kosovar, Hashim Thaçi, lui, ne cesse de brandir la possibilité de création d'une armée du Kosovo, ce qui bien évidemment provoque l'ire de Belgrade. Pour élargir à tous les Balkans, oui, aujourd'hui, tous les pays de ce qu'on appelle les Balkans occidentaux, donc ce qui veut dire les anciennes républiques yougoslaves, moins la Croatie et la Slovénie déjà intégrées, mais plus l'Albanie, sont engagés dans un rapprochement avec l'Union européenne à différents stades pour chacun, mais l'objectif de tous ces pays des Balkans occidentaux, c'est à terme de rejoindre l'Union européenne avec
un problème majeur, c'est qu'il n'y a aucun calendrier sur la possible intégration rapide de ces pays. Il faut se souvenir qu'en 2014, au moment de son arrivée à la tête de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a prévenu qu'il n'y aura aucun élargissement avant 2019 et tout le monde sait qu'à moyen terme, il n'y aura aucun élargissement aux pays des Balkans, notamment parce que l'Union européenne doit déjà gérer la crise du Brexit, qui est le principal problème aujourd'hui pour les pays membres de l'Union européenne. Revenons après cette digression très intéressante à la question initiale, à savoir où en est la contestation du pouvoir de plus en plus autoritaire de Vučić. Et ben malheureusement, ces manifestations, ces grandes manifestations d'avril se sont peu à peu éteintes. Aujourd'hui, il n'y a plus de mouvement de contestation dans la rue. Bien évidemment, ça continue dans les petits cercles, sur les réseaux sociaux, etc. Il y a toujours ce ressentiment d'une bonne partie de la population contre Aleksandar Vučić, mais ce n'est plus aussi visible qu'avant. Le fait est qu'il faut peut-être expliquer pourquoi il y a eu ce soulèvement aussi en avril. Ce soulèvement, il a eu lieu juste après l'élection présidentielle qu'a remporté triomphalement Aleksandar Vučić dès le premier tour avec plus de 52% des voix. C'est un score exceptionnel en Serbie, c'est tout simplement le score le plus élevé depuis l'indépendance de la Serbie. C'est un score même plus élevé que ceux qu'avait obtenus dans les années 90 Slobodan Milošević, qui était pourtant considéré par la communauté internationale comme un dirigeant autoritaire. Or, là, l'Union européenne a salué la victoire d'Aleksandar Vučić, reconnaissant Aleksandar Vučić comme un interlocuteur privilégié pour la stabilité de la région. Et en fait, il y a un fort agacement au sein de la population serbe qui se sent abandonnée par la communauté internationale, qui ne verrait pas ou qui ferait semblant de ne pas voir qu'en réalité, la Serbie, finalement, est devenue un régime autocratique et n'est plus une réelle démocratie. Alors c'est vrai que vu de Hongrie, ça nous fait un peu bizarre quand on suit le courrier des Balkans de voir à quel point Vučić bénéficie du soutien de la Commission européenne, alors que des régimes qui sont proches de lui, et qui sont déjà intégrés, déjà membres, la Hongrie, la Pologne, n'arrêtent pas de soulever à chaque fois des réprobations, des réprimandes de la part de la Commission. Comment on peut expliquer ce deux poids deux mesures ? C'est assez compliqué. Je crois qu'il faut revenir à cette question de la stabilité. Les Balkans sont toujours une région qui inquiète les chancelleries occidentales et le dogme de l'Union européenne depuis la fin des guerres des années 90, c'est la stabilité. Mais la stabilité, ça se résume à l'absence de guerre. À ce titre-là, on est capable de soutenir des régimes, même si on est conscient que ce n'est pas une vraie démocratie, pour éviter que la situation ne soit pire, on va être amené à soutenir des gens tout en sachant qu'ils ne sont certainement pas les meilleurs dirigeants. On va préférer choisir le moins pire, entre guillemets, ce qui est, à mon sens, un pari extrêmement dangereux, parce qu'en réalité, on favorise la division de ces pays, et au final ça risque d'aboutir à un nouveau mouvement de manifestation très large qui pourrait conduire à une nouvelle déstabilisation, certainement pas à une guerre, mais en tout cas à une déstabilisation du point de vue de l'Union européenne. Moi, ce qui me semble pas une déstabilisation, mais tout simplement la démocratie. Mais quand on attaque la démocratie, qu'on ne la défend pas suffisamment, il y a toujours des mouvements populaires de soulèvement pour rétablir la démocratie, et le prix à payer peut être sûrement plus grave que si on arrêtait de soutenir ces dirigeants autocratiques sous le couvert d'un maintien d'une pseudo-stabilité. Mais alors, quelles étaient les raisons principales du mécontentement d'une partie de la population ? Est-ce que c'est le pouvoir qui devient de plus en plus autoritaire ? Est-ce que c'est la longue et même interminable marche vers l'Union européenne ? La paupérisation d'une partie de la population, ou encore la corruption ? Alors je dirais que
principal grief, c'est évidemment la dérive autoritaire qui va de pair avec une corruption extrêmement massive. En réalité, ce qui se passe, c'est que ces élites balkaniques, pas seulement en Serbie, on peut parler de la même chose au Monténégro, en Macédoine, en Bosnie-Herzégovine, c'est que ces élites prédatrices, en fait, la dérive autoritaire, elle est aussi liée au fait qu'elles mettent le pays en coupe réglée et qu'il y a une corruption énorme. Bien sûr, on va acheter les gens en disant voilà, si vous votez pour nous, on vous garantit un emploi, et c'est comme ça qu'on va tenir cette population. Mais en réalité, les gens qui sont exclus de ce système d'achat, d'emploi et donc d'achat de vote, et ben tous ces gens-là qui sont exclus, il y a un vrai ressentiment qui s'explique aussi par l'extrême paupérisation et la transition absolument ratée de l'économie dans les Balkans. Il faut se souvenir que dans les années 80, au temps de la Yougoslavie, alors je parle beaucoup, les Balkans, vous me direz que je résume ça beaucoup à l'ex-Yougoslavie, pour une bonne raison, c'est que je suis plus spécialiste des pays de l'ancienne Yougoslavie, mais il faut se souvenir donc dans les années 80 qu'on avait pas le plein emploi, mais un chômage très faible, des niveaux de vie tout à fait acceptables qui étaient comparables à ceux de l'Espagne ou du Portugal ou de la Grèce, donc des revenus qui seraient aujourd'hui l'équivalent de 500 euros. Aujourd'hui, en Serbie, en Bosnie-Herzégovine, en Macédoine ou au Monténégro, le salaire moyen, en gros, il est d'à peu près 300 euros, donc autrement dit, rien. Et la marche paraît finalement de plus en plus haute pour rejoindre l'Union européenne. Donc les gens continuent de faire semblant d'espérer que cette intégration européenne permet au pays d'avancer, tout en étant conscient en réalité que le pays s'enfonce dans une crise toujours pire et qu'il y a un écart de plus en plus grand entre des classes moyennes déclassées et une élite économique qui, elle, devient de plus en plus riche. Et en réalité, où dans les années 80, on avait l'existence d'une classe moyenne relativement importante, aujourd'hui, cette classe moyenne se réduit à peau de chagrin et on a de plus en plus de classes pauvres et une petite élite de très riches qui, elle, profite de ces réseaux de proximité avec les différents pouvoirs pour gagner de plus en plus d'argent. Et donc, Simon Rico, est-ce que tu vois des alternatives politiques crédibles à ce jour pour faire face à un Vučić et pour pouvoir catalyser le mécontentement populaire? Non, malheureusement, il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Je dirais pas crédible, je dirais surtout audible. Lors de cette élection présidentielle, les deux principaux challengers d'Alexander Vučić, c'était Sacha Janković, l'ancien médiateur de la République, et Beli, un jeune comique qui finalement se moquait de la dérive autoritaire en Serbie. Janković, c'est quelqu'un de crédible, mais qui a fait 16% des voix, et il a fait 16% des voix tout simplement parce qu'en fait, il n'a aucun accès aux médias. Il faut se dire qu'au moment de la campagne présidentielle, Alexander Vučić a bénéficié de 10 fois plus de temps d'antenne que les 10 autres candidats réunis. Donc en fait, il y a des politiciens sérieux, seulement personne ne les entend et ils sont discrédités dans les médias par le pouvoir, donc dans les tabloïds, un peu je pense comme ce qui se passe en Hongrie. En gros, on ne cesse de faire de pseudo-révélations pour discréditer cette opposition qui potentiellement pourrait faire de l'ombre au pouvoir. Alors il y a un phénomène qui est quand même assez intéressant parce que on le voit en Serbie, on le voit en Croatie, on le voit en Hongrie, en Pologne, peut-être bientôt en Tchéquie, c'est cette montée en Europe centrale, dans les marges finalement de l'Union européenne, Europe centrale et puis les Balkans, de plusieurs pouvoirs de droite qui partagent un certain nombre de caractéristiques communes. Alors tu as évoqué tout à l'heure le modèle Erdogan-Poutine, c'est souvent évoqué dans la presse francophone. Toi, quelle est ton analyse là-dessus? Est-ce que notamment dans les pays ex-yougoslaves et puis en Macédoine, on a des facteurs communs qui peuvent expliquer ce phénomène? Alors je dirais que le principal facteur, c'est le fait que ces pays a été pendant un demi-siècle des pays communistes ou socialistes et donc
à cause de cette expérience qui a été très mal vécue par la population, la gauche apparaît comme totalement discréditée. Et c'est valable dans tous les pays des Balkans, mais aussi en Europe centrale. Alors c'est particulier dans les Balkans parce que c'était pas un régime qui était aussi dur que les démocraties populaires d'Europe centrale. Il faut se souvenir que la Yougoslavie ne faisait pas partie du bloc de l'Est, que c'était un pays non aligné. Néanmoins, c'était un pays socialiste avec un leader, Tito, qui à la fin de sa vie était président à vie. Donc, évidemment, c'était un régime autoritaire, même si il laissait plus de liberté que les pays du bloc de l'Est. Je dirais que ça, c'est un point vraiment important. Mais paradoxalement, cette gauche yougoslave, elle est intrinsèquement discréditée et tous les mouvements de gauche ont du mal à exister dans ce contexte-là. Il faut rappeler d'ailleurs que les premières élections multipartites dans les Balkans ont vu la victoire de partis de centre-droit avec une structure nationaliste, que ce soit en Serbie, en Croatie, en Bosnie-Herzégovine avec la partie croate, bosniaque et serbe, mais également aussi en Slovénie. Donc on a des forces de droite, de centre-droit, comme on a coutume de dire aujourd'hui, qui ont émergé. Je dirais qu'il y a un phénomène différent ces dernières années, qui est d'une droitisation de ces partis politiques, et c'est particulièrement visible en Croatie, en Serbie et en Macédoine, avec une relecture de l'histoire assez particulière et notamment la réhabilitation de pouvoirs collaborationnistes pendant la Seconde Guerre mondiale, que ce soit le régime Ustashi pro-nazi en Croatie, mais en Serbie aussi la réhabilitation de Draža Mihailović, qui était le dirigeant tchétnik, donc un mouvement de résistance royaliste grand serbe, mais aussi du Pétain serbe, Milan Nedić, qui ont été des figures qui étaient totalement discréditées à l'époque yougoslave. Draža Mihailović et Nedić ont été éliminés par le régime yougoslave. Mais voilà, il y a une relecture de l'histoire assez particulière. Il faut se souvenir que dans les constitutions des anciennes républiques yougoslaves devenues indépendantes, l'héritage antifasciste yougoslave est toujours inscrit. Mais cet héritage est de moins en moins mis en avant. Et l'idée, c'est de dire, de toute façon, communiste, fasciste, même combat. Donc de toute façon, une sorte de relativisme historique assez douteux, avec un autre point assez important qui est dans les deux cas la remise en avant de la religion catholique en Croatie et orthodoxe en Serbie. De nouveau, les églises reprennent du poil de la bête et sont de nouveau assez influentes. Il faut rappeler par exemple que les gay pride sont toujours des sujets de discorde dans les pays des Balkans, notamment parce que les églises très puissantes sont évidemment opposées à tous ces mouvements de libération des mœurs et notamment vis-à-vis des populations LGBT. Alors effectivement, il y a, comme tu le dis très bien, une évolution même idéologique de ces partis qui se droitisent, mais force est de constater qu'il y a également un soutien, même s'il y a des protestations, il y a avant tout un soutien dans ces populations. Alors, il y a le biais médiatique que tu as évoqué, mais finalement, est-ce qu'on peut pas aussi analyser une forme de sociologie, une évolution des populations dans les Balkans et par exemple, qui sont les relais au sein de la population traditionnellement de ces partis conservateurs? Alors, je dirais que le point important pour moi, s'il y a une dérive droitiste dans les Balkans, elle est avant tout liée à la perte de confiance dans les valeurs démocratiques promues par l'Union européenne. Et je dirais que c'est pour moi la principale raison à ce virage très nationaliste conservateur auquel on assiste dans les Balkans. Il est lié au fait que
et ben en fait l'Union européenne est discréditée. Et elle est discréditée pour plusieurs raisons, hein, pour ses crises internes et pour le fait qu'à cause de ces crises internes, les processus d'élargissement sont au point mort. L'absence de perspective à l'ouest, et ben finalement a fait que de nouveau ces populations des Balkans se tournent vers l'est, vers d'anciens protecteurs, la Turquie ou la Russie. Et on constate que la Turquie ou la Russie, leurs économies, elles vont beaucoup mieux que celles de l'Union européenne, hormis l'Allemagne qui reste un modèle dominant. Et donc du coup, quand les pays des Balkans voient que finalement la Turquie, bah, ça va bien économiquement, qu'il y a un vrai développement, et que la Russie, pareil, après une longue période sombre, bah, l'économie repart quelque peu, et surtout que la Russie repèse de nouveau fortement dans les discussions géopolitiques internationales, et ben ça devient un modèle pour ces populations qui finalement voient leur situation matérielle plonger. Je dirais que ça, c'est le principal moteur. Les relais, ils sont relativement simples, hein. Je dirais que, évidemment, le fait que les principaux médias soient à la solde du pouvoir, bah, ça sert de relais très important pour cette droitisation. Pour parler par exemple de la Serbie, bah, voilà, quand vous voyez Vučić partout à la une des médias et des différentes télévisions, bah voilà, vous finissez par... il y a une sorte de culte de la personnalité qui se met en place, exactement comme on a pu assister dans d'autres moments de l'histoire, d'autres régimes, d'autres pays. Voilà, vous voyez que lui, c'est une sorte de guide suprême. Et il y a aussi un point important, c'est que dans les Balkans, on a beaucoup la culture du chef, du leader, du messie, de celui qui nous sauvera. Donc on assiste un petit peu de nouveau au retour de ce modèle-là. Il faut se souvenir que Milošević, c'est aussi comme ça qu'il a permis, qu'il est arrivé au pouvoir. C'est en se présentant comme le sauveur des Serbes. Son idée, hein, quand il fait un discours en 1989 devant 1 million de Serbes au Kosovo pour le 600e anniversaire de la fameuse bataille perdue contre les, voilà, au Champ des Merles, Kosovo-Polier, quand il fait ce discours-là, eh ben, pour ses soutiens, c'est le nouveau prince Lazare, celui qui va sauver les Serbes et redonner au peuple serbe sa vraie valeur, sa vraie puissance. Alors il y a une figure que nous on connaît bien en Europe centrale, c'est celle des perdants du post-communisme, de la transition post-communiste, qu'on pourrait dire aussi la transition capitaliste des années 90, début des années 2000. J'imagine qu'elle a aussi atteint les pays balkaniques. Eux, notamment, comment ils se retrouvent dans tout ça? Est-ce que c'est des soutiens plutôt des régimes autoritaires? Est-ce que c'est des gens qui votent pour la gauche malgré tout? Ou est-ce que c'est des gens qui s'abstiennent? Comment les grands perdants, d'une certaine façon, ceux qui sont laissés sur le bord de la route, comment eux, ils réagissent? C'est compliqué, je dirais que c'est difficile de définir une position commune de la part de ces perdants de la transition. Il est évident qu'il y a une très forte yougo-nostalgie chez les personnes âgées, ce qui ne va pas empêcher des raccourcis politiques assez étonnants. C'est-à-dire qu'on assiste à des rapprochements entre Tito, Milošević, Vučić, comme s'il y avait une sorte de continuité voilà, on en revient à la question du leader. En fait, il y a une telle confusion idéologique qui est largement entretenue par les dirigeants que les populations balkaniques peu politisées sont complètement perdues. Je dirais que aujourd'hui, les seuls vrais opposants, c'est une toute petite minorité de gens d'extrême gauche très politisés qui sont liés au cercle intellectuel, je parle pour l'ancienne Yougoslavie, au cercle intellectuel yougoslave. Mais qui pouvait être aussi critique du titisme. Mais ce sont ces élites intellectuelles yougoslaves antinationalistes
aujourd'hui qui constitue la base, hein, mais vraiment une petite base, hein. C'est ça qu'il faut se dire, mais c'est eux qui incarnent pour moi la principale opposition à cette dérive autoritaire, nationaliste, conservatrice. Donc ces petits mouvements d'extrême gauche, ils traversent tout l'espace ex-yougoslave, post-yougoslave, comme d'ailleurs ils présentent parfois la région. Et c'est pas seulement donc les pays les plus perdants de la transition, mais ça atteint aussi des économies qui fonctionnent mieux, comme celle de la Slovénie. Je voulais aussi revenir sur un point assez important sur l'évolution vers une droite nationaliste conservatrice qui est de plus en plus forte dans les Balkans, qui est l'idée aussi d'un déplacement du centre de gravité de l'Union européenne vu des Balkans. Avant, le modèle pour les pays des Balkans, c'était cet axe franco-allemand avec ses valeurs euh, de l'Ouest, hein, ces valeurs pro-occidentales. Aujourd'hui, dans les Balkans, le principal modèle, c'est le groupe de Visegrad, et donc qui ne promeut pas donc ces valeurs qui ne promeut pas ces valeurs. Bon, désolé, dans le studio, il se passe des choses étonnantes. On exulte, Ouais, on exulte, voilà, c'est nous, Voilà. c'est nous. Et non, voilà, en tout cas, ça témoigne bien du changement de valeurs qui traverse les pays des Balkans, hein. Donc, et l'urbanisation des Balkans, c'est pas un phénomène mineur, c'est vraiment quelque chose d'important. Et par exemple, ce qui se passe aussi en Pologne, c'est relativement comparable à ce qui peut se passer aussi en Croatie, notamment parce que les églises croates et polonaises sont relativement comparables dans leur positionnement ultra conservateur. Donc ce qui explique, je pense aussi, l'évolution des sociétés balkaniques par rapport aux pays d'Europe centrale intégrés avant au sein de l'Union européenne. Juste une petite parenthèse qui est rigolote par rapport aux perspectives, c'est que tu parles d'urbanisation des Balkans alors que récemment il y a eu un député slovaque issu de la minorité hongroise, un député européen qui disait justement au contraire que c'était la Hongrie qui se balkanisait au sens où elle glissait vers un modèle de régime autoritaire corrompu, etc. Donc ça c'est en tout cas les deux perspectives se croisent donc c'est admirable. Non, c'est sûr, ces croisements de perspectives, ça fait tellement longtemps. Dans les années 80, on parlait de balkanisation du Liban, dans les années 90, de libanisation des Balkans. Aujourd'hui, on parle de balkanisation de la Hongrie ou d'urbanisation des Balkans. Bon, Mais alors avec un autre sens, hein, c'est pas voilà. la fragmentation quoi. Là, Non, exactement. c'est le Bien sûr, glissement bien sûr, idéologique. Ouais. bien sûr, bien sûr. Et je dirais que ouais, c'est compliqué de savoir qui a la paternité toujours dans, dans ces évolutions. Donc Simon, tout à l'heure, tu évoquais les différentes poches de résistance qu'on peut trouver en Serbie. Je voulais te demander quel est le rôle joué par les diasporas dans les contestations des pouvoirs actuels. Alors, la question de la diaspora, c'est une question complexe. Je pense qu'il est nécessaire de parler de la diaspora d'un point de vue historique. La diaspora, à l'époque yougoslave, ce sont souvent des gens qui sont anti-yougos. Il y a eu énormément d'Oustachi, de Tchetniks, donc d'Oustachi croates ou de Tchetniks serbes, qui sont partis après la Seconde Guerre mondiale et qui ont formé des poches de résistance très nationalistes hors des frontières yougoslaves. Ces diasporas croates ou serbes, elles ont aussi financé les mouvements anti-yougoslaves en Yougoslavie. Et elles ont pesé d'un poids important à la fin des années 80 dans la résurgence des mouvements nationalistes croates et serbes, notamment la diaspora serbe du Canada ou des États-Unis ou la diaspora croate d'Australie, qui ont très largement financé les Croates, le HDZ de Franjo Tudjman
ou les mouvements extrémistes serbes pour ces tchétniks, ces petits mouvements tchétniks qui s'étaient formés dans les différentes villes où la diaspora serbe est importante en Amérique du Nord. Donc je dirais que malheureusement, les diasporas yougoslaves sont en général très conservatrices et plutôt à droite et ne promeuvent pas ces poches de résistance antinationalistes ou de gauche dont je parlais dans ma précédente intervention. Il y a aussi un mouvement, une diaspora qu'il faut évoquer, qui est la diaspora kosovare de Suisse, et notamment le groupe qui a servi de base à Lučeka, qui était donc une petite guérilla très à gauche, qui a été paradoxalement le mouvement mis en avant par les services américains pour s'opposer à Milošević au Kosovo. Il y avait deux groupes qui s'opposaient, le groupe mené par la résistance pacifiste menée par Ibrahim Rugova, et au contraire cette petite diaspora suisse de Lučeka qui, elle, militait pour des actions de guérilla. Et c'est cette option-là, malgré des liens connus avec le trafic de drogue pour le financement, qui a été choisie par les services américains pour mener la lutte contre le pouvoir de la petite Yougoslavie emmenée par Milošević. Et donc tout ça nous conduit à la dernière partie de cette émission, qui va être consacrée à l'émigration et ensuite à l'immigration. Les flux migratoires des pays des Balkans, vers où se dirigent-ils? Vers l'Allemagne, vers l'Angleterre, vers le reste de l'UE? Alors aujourd'hui, il y a plusieurs émigrations. Je dirais que pour les pays de l'ancienne Yougoslavie, clairement la principale destination en Europe, c'est l'Allemagne. Historiquement, c'était les Croates qui partaient principalement en Allemagne. Les Serbes partaient beaucoup en France. On a pour des liens historiques, la Serbie était l'allié de la France pendant la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, donc l'Allemagne en numéro 1, les pays scandinaves qui ont aussi déjà été des terres d'émigration. Souvenons-nous d'un footballeur très célèbre, Zlatan Ibrahimović, qui est un enfant de la diaspora bosnienne, croato-bosniaque, en Suède. Il y a bien sûr évidemment toujours les pays d'Amérique du Nord, et il reste aussi dans une moindre mesure l'Australie, qui reste historiquement une terre d'émigration. On assiste à l'émergence de nouvelles destinations, comme la Chine. Ça, c'est mineur, mais il y a des gens qui commencent, des Balkans qui commencent à partir en Chine. Donc ça, c'est pour l'ex-Yougoslavie. Pour la Roumanie, par exemple, où il y a une très 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 forte émigration, on estime qu'il y a 3 millions de Roumains, travailleurs roumains, qui travaillent aujourd'hui à l'étranger sur une population de 20 millions d'habitants. C'est quand même énorme. Et là, ce sont des destinations différentes. Historiquement, les Roumains partaient beaucoup dans les pays de langue latine, Italie, Espagne. Aujourd'hui, le flux se dirige aussi massivement vers le Royaume-Uni. Donc on a différents pays de l'ouest et du nord de l'Europe. Et on avait historiquement les Albanais qui partaient vers la Grèce voisine. Évidemment, c'est un flux qui s'est complètement tari depuis le début de la crise. En tout cas, on assiste aujourd'hui clairement à une vague d'émigration sans précédent dans les pays des Balkans, à tel point que, par exemple, la Bosnie-Herzégovine a perdu officiellement plus de 20% de sa population depuis 1991, et que la Macédoine, où malheureusement il n'y a pas eu de recensement possible depuis 2002, la Banque mondiale estime que là, c'est un quart de la population macédonienne qui aurait quitté le pays depuis l'indépendance en 1991. Donc on assiste vraiment à des phénomènes d'exode massifs, particulièrement des plus jeunes, des forces vives, des gens les plus éduqués, donc des gens qui théoriquement portent l'avenir de leur pays. Au début de l'été, il y a un rapport de l'ONU qui est sorti,
qui estime que les Balkans vont être la seule région du monde où la population va baisser d'ici 2050. Et ça pose toute une série de problèmes sur le financement, sur les finances publiques, notamment, bien évidemment, le financement du système de santé, du système de retraite et évidemment de l'assurance chômage. Est-ce que, est-ce que comme en Hongrie, en Serbie et ailleurs dans les Balkans, on entend ce discours sur le péril démographique? Est-ce qu'il y a un nationalisme démographique dans les Balkans? Non, pas vraiment. Je dirais que ce qu'il y a principalement, c'est par exemple en Macédoine, toujours ce discours, cette peur de... Bon, la Macédoine, il y a une minorité albanaise relativement importante qui représente environ un quart de la population. Il y a eu tout un discours, notamment dans les années 2000, sur le péril albanais. L'idée de dire que les Albanais faisaient beaucoup plus d'enfants que les Macédoniens et que donc au final, ils allaient finir par prendre le pouvoir. Ce qui était évidemment totalement exagéré et on ne voit pas quel serait le problème d'un pays multiethnique. Mais en tout cas, voilà, c'était plus ce genre de discours-là. En tout cas, sur la disparition des peuples, non, c'est pas un discours qui est très audible dans les Balkans et c'est pas en tout cas un discours qui est mis en avant. Je dirais qu'il vaut mieux pas insister sur le fait que les principales forces vives s'en vont. Je dirais que c'est quelque chose que les pouvoirs ont plutôt tendance à taire plutôt qu'à mettre en avant sur un risque possible de disparition des nations balkaniques. En Europe centrale et surtout en Hongrie, l'un des principaux carburants du discours xénophobe qui s'est développé depuis le début de la crise des réfugiés, c'est ce fameux péril démographique, c'est de dire nos populations déclinent, on est faible. C'est déjà un miracle que nos peuples aient survécu au cours de l'histoire. Et la question de sa survie peut refaire surface. Donc j'en viens à cette dernière partie sur la situation des migrants et réfugiés sur la route des Balkans qui a été fermée donc conjointement il y a un peu plus d'un an et demi je crois par l'Autriche, la Hongrie et la Macédoine. Quelle est la situation des migrants en Serbie? Je crois qu'ils sont entre 5 et 6 000 coincés dans le pays. Oui, je dirais que donc la route a fermé début mars 2016, donc il y a déjà 16, 17, 18 mois. Euh, Là, évidemment, ça a beaucoup réduit euh, le nombre de passages, mais on estime qu'aujourd'hui, plusieurs centaines de personnes continuent de passer quotidiennement les différentes frontières des pays des Balkans. La route reste sensiblement celle qu'elle a toujours été, c'est-à-dire que depuis la Grèce, elle passe par la Macédoine, par la Serbie et ensuite par la Hongrie, même si désormais il y a aussi de nouvelles routes qui font leur apparition ou qui font leur réapparition, notamment la route par la Bulgarie, qui est clairement redevenue un axe important, hein, avec les blocages au niveau de la Macédoine. De nouveau, la Bulgarie a retrouvé de l'importance. Il faut se souvenir qu'avant l'ouverture de cette route des Balkans qui passait par la Macédoine, c'était la principale route. Donc il y a cette route-là qui a réouvert. On évoque sans cesse le passage par l'ouest de la Roumanie autour de Timișoara. Il y a aussi évidemment des passages par la Croatie. Il faut se souvenir que la Hongrie a une clôture de barbelés non seulement avec la Serbie, mais aussi avec la Croatie. La gestion de la crise et la perception de cette crise des réfugiés ou des migrants n'est pas la même dans les Balkans qu'en Hongrie. D'abord parce que les Balkans, c'est une terre de passage, c'est pas une terre d'installation. Donc, pour les différents régimes, l'enjeu des réfugiés, c'est surtout l'assistance qu'ont pu apporter les gens, etc., avec l'idée que de toute façon, ils n'allaient pas rester, mais que les populations étaient solidaires parce qu'elles-mêmes avaient connu des situations de crise, notamment dans les années 90 avec les guerres. La Serbie a accueilli de nombreux réfugiés
venus de Croatie, venus de Bosnie-Herzégovine. Donc il y avait une solidarité, idem en Croatie. Il y a toute une solidarité qui s'est mise en place avec l'idée que de toute façon il n'y aurait pas d'installation durable de ces réfugiés. Avec la fermeture de la route des Balkans, néanmoins, on assiste au blocage de plusieurs milliers de personnes, notamment en Serbie, où on ne sait pas exactement combien il y a de réfugiés bloqués, mais entre 5, 6, 7 000, dans des centres d'accueil qui sont saturés. De nouveau, des réseaux de passeurs qui opèrent vers la Hongrie, mais aussi vers la Croatie. Des violences policières, des renvois de la part de la police hongroise ou de la police croate vers la Serbie avec des violences qui ont été documentées par les associations de défense. On a entendu parler évidemment cet hiver des conditions déplorables dans lesquelles étaient accueillis ces migrants à Belgrade dans des entrepôts où ils étaient obligés de faire du feu pour se réchauffer alors que les températures descendaient sous les moins 10, moins 15 degrés. Voilà. Mais cette question des réfugiés n'est pas instrumentalisée comme elle l'est par les Polonais, les Hongrois, ou je dirais même surtout les Tchèques, les Hongrois ou les Slovaques, qui refusent de respecter l'accord de relocalisation. Les Croates ont accueilli, dans le cadre des accords de relocalisation, quelques centaines de personnes, mais de toute façon c'est inefficace également en Croatie. La Croatie a aussi été, dans le cadre du règlement Dublin III, le pays vers lequel l'Autriche a renvoyé toute une série de réfugiés. Mais on parle de plusieurs centaines de personnes. On ne parle pas de dizaines de milliers. Donc du coup, c'est quelque chose qui, je dirais, n'inquiète pas tant que ça les différents régimes. Et en tout cas, je dirais surtout, ce n'est pas un argument politique mis en avant par les différents pouvoirs, même si la gestion de la crise est quand même très complexe en Serbie et que donc les associations ou les ONG interviennent, font leur maximum pour agir, pour soutenir ces plusieurs milliers de personnes bloquées en Serbie notamment. Oui, donc là, on a quand même une vraie différence avec ce que l'on peut voir en Europe centrale et en Hongrie. Malgré tous les parallèles qu'on a pu établir au cours de cette émission, c'est-à-dire les migrations des pouvoirs autoritaires, la proximité avec un Erdogan, par exemple, la glorification d'une force orientale face à une décadence occidentale. Simon, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de clôturer cette émission ? Non, écoutez, oui, on reviendra avec plaisir pour discuter, enfin j'espère, de choses un peu plus positives dans la région et on attend oulala avec impatience à cette conférence régionale sur le journalisme et j'imagine que vous en ferez un petit compte-rendu lors de votre prochaine émission. Eh bien, c'est noté, donc on le fera sans faute. Donc merci à tous, chers auditeurs. À bientôt. C'était Oulala et Simon Rico du Coin des Balkans qui était notre invité. Au revoir.